Bienvenue dans l'univers de Maladoom. Alors Maladoom, peut-être que vous avez déjà vu les vidéos qui en parlent. Je l'ai fait il y a à peu près 1 an et demi maintenant parce que le jeu était financé en Kickstarter. C'est-à-dire que l'éditeur Battle System demandait aux gens de faire du financement participatif. Je pense que vous connaissez tous un peu le système pour éditer le jeu. Le jeu est maintenant disponible, donc tous ceux qui ne voulaient pas prendre de risques, tous ceux qui ne voulaient pas attendre, eh bien voilà, c'est directement disponible en français. Donc c'est un jeu qui est édité par Battle System, mais qui a été traduit et distribué par Légion Distribution. Donc vous avez 95% du matériel traduit. Les seules choses que vous n'avez pas traduites, c'est tout ce qui est éléments rigides comme ça en carton, où vous avez le nom, par exemple, au lieu d'avoir un mercenaire, vous allez avoir un Sellsword, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment pas fou. Après, toutes les cartes, tous les bouquins, tout est en français. Donc nickel, on peut directement jouer. Si vous connaissez Core Space de Battle System, on est typiquement, pour faire court, sur une skin médiévale fantastique avec toutes les extensions qu'il pourrait y avoir dans Core Space et en allant encore plus loin. Voilà. Donc si vous avez déjà joué à Core Space, vous n'allez vraiment pas être perdu, hein. Vous pouvez presque directement jouer parce que c'est exactement quasiment le même système de jeu. Il y a quelques petites améliorations, quelques petites finesses, mais on sent vraiment que c'est le digne héritier de Core Space. Core Space, c'est un jeu que moi vraiment j'adore. C'était le coup de cœur de l'année quand il était sorti. Vraiment, j'ai fait beaucoup de parties et c'est extrêmement narratif. Là, on est exactement sur la même chose. Maladoom, pour moi, c'est le jeu qui se trouve le plus à la croisée des chemins entre un jeu de société, un jeu de rôle et un jeu de figurines. Pourquoi? Parce que c'est vendu vraiment comme un jeu de société, c'est-à-dire que vous avez une seule boîte. Dans cette boîte, vous avez tout votre matériel de jeu, donc c'est vraiment, il n'y a rien à acheter en plus. Vous avez le tapis de jeu en néoprène, vous avez les éléments de décor qui sont en carton, vous avez les figurines qui sont déjà montées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction de figurines, vous avez vraiment les figurines voilà, en PVC classique monobloc. Et voilà, donc c'est vraiment le package jeu de société. Bon, la force de Maladoom, hein, c'est bien évidemment le terrain que vous allez avoir, un terrain en 3D comme ça, il n'y a presque aucun autre jeu qui vous propose ça, surtout avec les murs, hein, ce qui rajoute vraiment du volume et puis de l'immersion, parce que entre un tapis où vous avez un trait noir pour dire c'est un mur et un emplacement comme ça où vous avez vraiment des murs, franchement, ça change complètement votre expérience de jeu. Et les photos que vous allez faire en partageant sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, vous avez aussi des éléments physiques, donc avec ce coffre par exemple qu'on peut ouvrir, voilà, où on cache vraiment des éléments à l'intérieur avec un petit clips. Donc c'est à monter, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, voilà, vous avez juste à le ranger et ça pose aucun souci. Pour ceux qui se demandent comment tiennent les murs, eh bien c'est avec un système de clips comme ça. Vous avez des clips avec différentes formes et alors vous venez insérer, vous voyez, vous avez une encoche ici, clac, comme ça. Et honnêtement, ils sont vraiment améliorés par rapport à d'autres versions parce qu'avant c'était beaucoup plus visible. Là honnêtement, avec le fait que ce soit biseauté, enfin vous voyez, biseauté un petit peu comme ça, on a un espace clair au-dessus, un espace neutre au milieu et un espace d'ombre ici. Et si vous connaissez la peinture, vous voyez que ça donne vraiment un aspect très volume et le fait qu'il y ait cette ombre en dessous, ça noie en fait la pièce à l'intérieur du décor et vous voyez de très loin comme ça ici, vous voyez pas en fait un peu cette chose là qui ressort et au final vous voyez c'est très solide, hein. Regardez comme je secoue le décor, donc voilà, bon ça reste du carton, il faut faire attention. Le conseil c'est toujours quand vous enfoncez deux pièces ensemble, vous les prenez les plus proches possible. Si vous vous mettez hyper loin et que vous enfoncez comme ça, forcément ça risque un peu de plier le carton ici. Après, vous avez le paquet jeu de figurines, c'est-à-dire que vous avez vraiment un jeu de figurines, c'est du déplacement de figurines, vous avez des mesures à faire pour faire vos tirs, vous avez des lignes de vue à regarder, c'est-à-dire que vous mettez par les yeux de la figurine pour voir est-ce que je vois mon ennemi, est-ce que le pilier la cache, est-ce que je peux passer à côté de la table, je peux ramasser des objets, donc là le côté figurine. Vous pouvez aller plus loin en bien sûr peignant vos figurines, mais vous n'êtes pas obligé parce qu'elles sont déjà teintées, donc vous avez des couleurs pour désigner les ennemis, pour désigner les héros. Après au niveau de la qualité de sculpture des figurines, eh bien on est sur le haut du panier des jeux PVC, c'est-à-dire que ça va pas, alors clairement ça va pas concurrencer du géant comme Games Workshop, mais par contre sur du PVC, c'est-à-dire sur des figurines genre à la zombicide, ce genre de choses, eh bien on est sur quelque chose d'assez équivalent. Donc c'est toujours du monobloc, vous n'aurez pas de montage à faire, et puis vous avez quand même les zones qui sont assez définies. Alors plus sur les héros, les ennemis un petit peu moins.
voyez, si je prends ce Lamentor, eh bien je trouve que c'est un petit peu moins bien défini que les héros. Bon après voilà, hein, ça reste les adversaires, on est sur quelque chose de beaucoup mieux que simplement un pion de jeu, et puis c'est aussi plus facile à peindre. En plus, après, il y a quand même beaucoup de volume, donc c'est-à-dire que si vous connaissez la peinture contraste, c'est une peinture, vous en passez simplement une seule couche, et ça va aller directement un peu dans les creux, et donner du volume à une figurine qui est déjà sculptée un peu comme ça en volume. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est dès le début, eh bien, quand vous allez sortir vos figurines, vous mettez un petit code avec une lettre ou un numéro, peu importe, pour pouvoir après re-identifier l'endroit où vont aller chacune des figurines. Troisième chose, le côté jeu de rôle. Là, le côté jeu de rôle, pour moi, il est vraiment énorme parce que c'est vraiment une boîte à outils. Si vous aimez le jeu de rôle, ou même si vous êtes un joueur de jeu de rôle et que vous cherchez du matériel pour vos joueurs, ça c'est parfait, ça c'est génial parce qu'en termes de matériel, vous avez vos donjons, vous pouvez construire votre donjon comme vous voulez avec différents éléments qui viennent se clipser, et puis vous êtes prêt à jouer, à créer votre propre aventure. Maintenant, si vous voulez faire du jeu de rôle mais que vous n'avez pas envie qu'il y ait un maître de jeu, ce jeu est parfait parce que vous pouvez vous passer du maître de jeu étant donné que le jeu va gérer, il y a une intelligence artificielle avec un système de cartes qui vous permet de gérer en fait les ennemis, les systèmes de cartes événements, ça fait des événements comme leur nom l'indique, donc vous allez pouvoir tomber sur quelque chose qui va être positif ou quelque chose qui va être négatif. Il y a un système de campagne, c'est-à-dire que vous faites une première partie et de cette partie va suivre en fait toute une évolution. Vous allez à la taverne, vous récupérez de l'équipement, vous revendez l'équipement que vous avez trouvé et vous allez comme ça progresser, gagner des compétences, votre perso va devenir de plus en plus fort, les ennemis vont devenir de plus en plus forts et vous avez une histoire qui est racontée, l'histoire dans le monde de Maladoum. D'ailleurs, vous avez pas mal de lore, un petit peu le lore, c'est-à-dire l'historique dans le livre de règles, donc ça peut vous immerger dans ce jeu-là. Et je pense vraiment qu'on est sur tous les avantages du jeu de société, c'est qu'une seule boîte à acheter, il n'y a pas de figurines à monter, du jeu de rôle parce que tout est déjà, votre quête est déjà créée, vous n'avez pas à lire énormément de règles, le système de jeu une fois qu'il est connu et compris, franchement ça roule très très bien, et il est maîtrisé, hein, c'est un jeu qui existe déjà depuis longtemps sous la forme spatiale, là c'est la même chose version médiévale, donc ils ont fait évoluer un petit peu les choses, mais on reste vraiment sur quelque chose de maîtrisé, hein, c'est le mot que je cherche, maîtrisé. Donc voilà, ça c'est très bien, et puis le côté figuriniste, si vous aimez les figurines, bah, franchement c'est très immersif, vous pouvez vous pencher et être vraiment dans le donjon, il y a énormément de boîtes qui existent à côté pour venir compléter les choses, vous n'êtes pas obligé, si vous avez même du matériel de jeu, de jouer sur ces donjons, on n'est même pas obligé de jouer sur un quadrillage. C'est plus pratique, moi je préfère jouer sur un quadrillage parce qu'on se prend pas la tête, on va beaucoup plus vite. Si vous avez envie de jouer sur une table de jeu d'un autre jeu de figurines que vous avez fait, à Maladoum, vous pouvez totalement le faire. C'est jouable avec n'importe quel type de décor, des maisons, des passerelles, il y a d'ailleurs d'autres décors qui existent en 3D. Donc on est vraiment dans quelque chose qui peut plaire vraiment à 3 typologies de joueurs, et peut-être vous-même qui n'êtes même pas encore dans tout ça, peut-être que ça va vous plaire aussi. Donc on va rentrer maintenant dans les détails, je vais vous présenter comment se joue Maladoum. Bon allez, j'enfonce les portes ouvertes, mais comme vous le voyez, et comme vous vous en doutez, c'est un jeu de dungeon crawler, c'est-à-dire que vous avancez dans un donjon, donc les donjons peuvent être de plusieurs types, et vous allez voilà, explorer, passer des portes, trouver des trésors, battre des adversaires, hein, vous allez essayer de le faire. Ce qui est assez amusant, c'est que tout ce qui est ennemi est géré par l'IA du jeu. Donc vous avez cette fiche qui détaille tout simplement ce que peut faire un adversaire. Donc est-ce que vous voyez l'adversaire? Oui, non, vous suivez le chemin, et en fait ça va vous donner directement la résolution de l'action de l'adversaire. Alors au niveau des adversaires, ils sont de plusieurs types, donc vous avez les revenants, donc là vous avez 4 types de figurines de revenants, avec à chaque fois leur capacité. Alors il y a tout un système de symboles que vous allez retrouver dans le jeu, et après vous avez 6 pages de symboles une fois que vous les connaissez. Bon après, une fois qu'on a l'habitude, c'est quand même assez cohérent. Là par exemple, vous avez le point avec 2, ça veut dire qu'il va lancer 2 dés d'attaque, là il a 1 de défense, voilà, il va absorber 1 point de vie, et puis une fois que vous avez en tête ces choses-là, c'est quand même assez facile à jouer. Ce qui fait vraiment le charme en fait de Maladoum, c'est aussi les PNJ qui ne sont pas forcément des adversaires et qui sont d'autres aventuriers qui sont en train de se balader. Moi j'adore cette partie-là parce que voilà, vous n'êtes pas juste en train de vous battre contre des monstres voilà, qui sont en train de passer, mais voilà, vous avez un voleur qui va passer, vous avez un autre mercenaire, vous pouvez avoir un commerçant, et en fait ils ont leur propre petite fiche comme ça avec l'équipement qu'ils transportent. Vous verrez, l'équipement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un gros point fort du jeu. Et la nouveauté par rapport à ceux qui connaissent Core Space, c'est que maintenant
maintenant, il n'y a pas une gestion aléatoire complète des PNJ, mais vous avez en fait une carte de PNJ. Alors il y a plein de cartes de PNJ, hein, c'est toutes celles qui ressemblent là, et qui va déterminer ce que va faire le personnage. Et en fait, c'est quand même un peu plus cohérent que ce qu'il y avait avant, parce qu'il y avait avant dans Core Space un système où simplement on jetait un dé, et alors ça créait beaucoup de chaos, parce qu'à un moment donné, bah, vous rencontrez un personnage, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah bah il vient vous offrir un couteau. Ok, pourquoi pas. L'étape d'après, ah bah du coup il est en train de s'enfuir, il a peur de vous, ok. Étape d'après, ah bah du coup il veut faire du commerce avec vous, ok. Vous rejetez le dé, ah bah il est en train de vous tirer dessus. Et en fait, ça crée du chaos parce qu'on n'avait aucune idée de ce que va faire le personnage, mais du coup ça crée aussi une personnalité sur ce PNJ qui était complètement délirante parce que le gars faisait tout et n'importe quoi. Alors c'était fun et marrant, c'était rigolo, mais du coup là avec ces cartes là, on a quelque chose de plus stable, de plus cohérent. C'est-à-dire que quand on a une voleuse, bah voilà, la voleuse, on sait qu'elle va essayer de vous piquer de l'équipement, on sait aussi qu'on peut l'acheter, lui dire bah tiens vas-y on fait un échange, donc il y a quelque chose de cohérent en fait, c'est pas comme si vous rencontriez une personnalité complètement schizophrène, vous êtes sur un type de personnage, donc au final c'est quand même un petit peu plus simple pour maîtriser le jeu. Alors l'arrivée des ennemis c'est géré en fait avec cette piste là, donc vous avez une piste où vous voyez au fur et à mesure de l'avancée on va mettre des petits marqueurs, donc chaque tour on va rajouter un marqueur, quand vous utilisez de la magie on va rajouter un autre marqueur, donc plus vous utilisez de la magie ça veut dire plus vous faites de bruit, plus les ennemis vont se réveiller, et en fait à chaque fois ça va désigner eh bien, le nombre d'adversaires qui vont arriver. Si je prends l'exemple ici, c'est assez simple, là on vous dit il y a ce type d'adversaire là, ce type là c'est les Lamentors, donc vous jetez ici un dé noir, donc sur le dé noir vous avez plusieurs symboles, et en fonction du symbole vous allez faire arriver soit aucun adversaire, soit un adversaire, soit deux adversaires, soit plusieurs adversaires mais en venant de la tombe. Vous voyez que vous avez la main qui sort, ça correspond sur le plateau de jeu à ces zones là qui sont ici, alors elles sont assez cachées, faut avoir l'œil dessus, mais une fois que vous aurez l'habitude de jouer, vous ferez vraiment attention parce que les ennemis vont apparaître par ces zones-là. Donc directement, on imagine, hop là, voilà, j'ai un adversaire qui apparaît ici. Et forcément, il va apparaître parce qu'il y a beaucoup de points qui sont sur ce plateau. Ils vont toujours apparaître au plus près possible de l'adversaire, ce qui peut, ce qui va forcément vous embêter. Sinon, de façon assez simple, une fois que vous avez déterminé le nombre d'adversaires qui allait arriver, vous allez jeter un D6 et qui va déterminer le point d'arrivée, tout simplement, vous voyez, avec les zones qui sont numérotées. Alors cette piste-là, elle a vraiment du sens parce qu'elle permet en fait de pas que vous traîniez trop dans le donjon. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est un petit peu calme, vous pouvez faire vos petites emplettes, aller fouiller dans un coffre, mais très vite, plus vous perdez de temps et plus vous essayez de passer de temps pour explorer l'ensemble de la map, plus vous allez avoir de danger et les adversaires, c'est assez violent. Je vais vous parler du système de combat. Donc si je prends l'exemple du Lamentor qui est ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il jetait 2 dés. Vous allez toujours lancer en premier le dé bleu. Alors le dé bleu, il a des faces qui touchent, voilà, une face qui touche, une face qui touche, une face qui touche. Il a une face critique et il a une face vierge et une face tête de mort. Alors la face tête de mort contre vous, c'est pas très important, on peut considérer que c'est plutôt une face vierge. Et ensuite, si on dit 2 dés, c'est un dé bleu, c'est quoi qu'il arrive un dé bleu plus des dés rouges. Donc quand on est sur 2 dés, je lance ça, allez, sans trucage, voilà, une touche où vous n'avez pas de sauvegarde. Et après, quand je viens regarder justement ma figurine, si c'est Kalan par exemple, eh bien vous voyez que là pour l'instant, il a 4 points de vie. Donc là, avec une simple attaque, j'ai déjà perdu 25% de mes points de vie. Je ne peux pas me défendre tant que je ne serai pas équipé d'une armure. Et forcément, vous avez compris que si je fais un critique et un simple, ça fait 3 touches directement. 3 touches, mon personnage, il est quasiment au tapis. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les personnages ne sont jamais morts directement. Donc là, par exemple, suite au combat, je perds mes derniers points de vie, et bien simplement, je couche ma figurine sur le dos et je mets un petit marqueur à côté pour désigner que je suis au tapis. L'avantage, c'est que un de mes amis va pouvoir venir et me relever, et ça, c'est assez simple à faire. Alors, en ce qui concerne le système de combat, eh bien, des joueurs, là, c'est en fonction de l'équipement que vous allez avoir, bien évidemment, et ça, l'équipement, c'est la partie la plus intéressante, alors, je sais pas si c'est la plus intéressante, mais en tout cas la plus signature de Maladoum. Vous allez vous équiper avant de partir dans la campagne, vous allez gagner des équipements, tout de suite directement vous vous équipez avec, c'est-à-dire que vous ouvrez un coffre, vous trouvez une épée, une lance, un arc, vous le prenez directement et vous pouvez le jouer directement, et ça c'est super. C'est le côté Kinder Surprise, vous aimez un peu toujours aller regarder, ouvrir, voir ce que vous avez dans votre pochette, voir si le pion est sympathique ou pas, est-ce que vous pouvez le transporter ou pas, parce qu'en fait le système c'est que vous voyez, les
pions en différentes tailles et vous êtes limité à l'espace physique que vous pouvez tenir en fait dans votre personnage. Donc des fois il va falloir sacrifier des objets ou alors transférer des objets, les laisser par terre pour qu'après quelqu'un d'autre puisse venir les ramasser. Il y a toute cette gestion de l'inventaire qui est vraiment, encore une fois je vous dis, le côté signature dans le jeu et qui est vraiment super agréable. Alors le combat chez nous, je vous dis, c'est en fonction des équipements. Donc là par exemple, vous voyez j'ai un petit point, ça veut dire que c'est une arme de corps à corps. L'âge des cibles, ça veut dire que c'est une arme à distance. Tout simplement, la valeur, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Rappelez-vous, c'est toujours le dé bleu plus X dés rouges. Donc quand j'ai 2, c'est 1 dé bleu, 1 dé rouge. Si j'ai 4, c'est 1 dé bleu, 3 dés rouges. Si j'ai 1, c'est 1 dé bleu. Et sur les armes à distance, eh bien en fait j'ai jusqu'à 3 cibles. Des fois j'en ai que 2, 1, 2, là 1, 2, 3. C'est les portées. Vous avez portée courte, portée moyenne, portée longue. Et vous avez ces réglettes là qui sont fournies pour désigner la portée. Si je suis dans cette réglette là, je suis à courte portée. Si je suis un peu plus loin, eh bien je suis à portée moyenne. Donc vous voyez, hein, la portée moyenne, c'est quand même assez grand, hein, sauf dans un donjon qui est assez fermé. Et si je suis au-delà de cette portée-là, jusqu'à l'infini, je suis à portée longue. Et comme vous voyez, on peut récupérer des armes qui touchent jusqu'à portée infinie. Donc au début de la partie, vous avez des coffres comme ceci et vous venez mettre à l'intérieur différents équipements. Voilà. Donc avec un système aussi de rareté, c'est-à-dire vous avez des items communs, vous avez des items uncommon et des items rares. Donc comme les rares sont très peu nombreux, on va être tenté quand même d'essayer de choper parce qu'on sait qu'on en met quelques-uns. Mais est-ce qu'il va être à quel endroit, ça on ne sait pas forcément. Après, il y a des items rares qui sont des grandes tuiles. On les reconnaît parce que derrière c'est doré et puis vous voyez le format de la tuile est beaucoup plus large. Celles qui sont très larges comme ça, vous ne les trouvez jamais par hasard dans les trésors, mais elles sont mises au début de la partie à des endroits bien précis. Donc là par exemple sur ma carte c'est dans tous les sarcophages et forcément ça va vous appâter parce que vous allez avoir envie d'aller sur ces zones là. Je sais aussi que là il y en a un. Alors là si vous regardez en plus dans cette première mission, vous avez aucune porte, donc vous dites bah mince je ne peux pas y arriver, mais vous avez un système en fait de mécanismes. Par exemple ici là vous voyez vous avez ce système là, ce levier et puis avec un petit système d'objectif qui vous dit qu'à chaque fois vous révélez l'objectif et le scénario va vous dire ce qui va se passer et peut-être que ce mur magique va disparaître révélant l'accès à cette zone là où là on sait qu'on a un équipement qui est beaucoup plus rare que tous les autres. Mais bon là en l'occurrence il est tout au fond du donjon, sachant que vous entrez là-bas ici, donc ça veut dire qu'il faut tout inverser et surtout revenir. Parce que le jeu ne se termine que de deux façons, quand vous faites revenir tous vos aventuriers ou ils sont tous au tapis, ou un mix des deux bien évidemment. Donc faites attention et le jeu vous le dit bien, vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'il y a sur la map. Ça paraît assez difficile parce que le jeu va continuer à vous faire arriver des flots d'adversaires et les adversaires vont pas forcément arriver à un bout de la map, ils peuvent surgir de terre et directement venir au combat. Dès qu'ils surgissent de terre, ils ont une phase d'activation et ils peuvent directement venir vous choper. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'armure, pour peu qu'ils aient un petit peu de chance au dé, ils peuvent vous enlever 2-3 points de vie et bah forcément voilà vous allez être à terre. Et peut-être que tout le pillage que vous avez fait jusqu'à présent, vous allez le perdre parce que votre personnage, une fois qu'il est à terre, eh bien il va pas ramener son équipement. Ouais, pour une campagne, c'est vraiment embêtant, surtout quand vous avez passé toute la partie d'avant à tout sacrifier pour avoir votre épée magique. Donc le jeu est livré avec cette magnifique bourse en cuir synthétique véritable et où à l'intérieur vous allez mettre en fait tous vos pions et au fur et à mesure si vous achetez après d'autres extensions vous allez trouver encore énormément de pions. Ce qui est assez amusant et subtilité c'est que dedans vous avez aussi des pièges. Si vous piochez un pion qui est gris, eh bien ça va provoquer quelque chose de négatif, donc peut-être l'apparition d'un adversaire, peut-être le déclenchement d'un piège, peut-être des dommages directement. Donc il y a ce côté toujours où voilà, c'est le Kinder Surprise et puis des fois vous avez le bonbon empoisonné, et voilà, c'est triste. Et après, comme vous voyez, il y a tous ces pions-là, plus ceux-là. À chaque fois que vous allez avoir une extension, vous allez avoir d'autres types de pions. Donc forcément, vous ne ferez jamais le tour. Même si vous faites plusieurs campagnes, vous ne serez jamais équipé de la même façon. Ouais, je vous dis jamais, allez si, peut-être si vous faites 268 parties, à peu près de tête, mais auquel cas vous aurez ultra rentabilisé votre jeu. Donc sur les pions, il y a tout simplement un système de couleurs. Bleu, ça va être les armes. Rouge, c'est les objets consommables. Violet, ce sont des objets qui n'ont pas d'impact dans la partie. Vous me direz à quoi ça sert? C'est parce que c'est un jeu de campagne. Et donc, à l'intertour, en fait, entre votre première partie, votre deuxième partie ou d'autres parties, vous allez avoir la possibilité de faire du crafting. Et voilà, il y a ce
système-là. Donc vous récupérez des éléments qui vous permettent de crafter des éléments et vous pouvez aussi tout simplement revendre les objets parce que derrière chaque objet, vous avez son coût achat, son coût revente. Et oui, ça veut dire que vous pourrez aussi acheter des objets à la boutique et vous équiper avec un petit peu plus de contrôle. Mais il y a vraiment cette notion de le jeu est aussi intéressant entre les parties. Ça, c'est quand même assez fort. Et puis après, vous avez aussi des équipements comme ceci qui sont des ajouts de compétences. Et là, vous me dites, qu'est-ce que c'est les compétences? Eh bien, on en parle. Alors, les compétences, c'est tout le sel du jeu. Vous allez avoir une race, donc on a soit des humains, soit des Zeld, des gros biais. Bon voilà, ça ressemble un peu à Gob, ça ressemble un peu à Elf, mais c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Mais voilà, vous retrouvez un peu cette idéologie. Donc chaque personnage va avoir ses propres caractéristiques à lui. Donc ça me permet de vous parler justement de cette carte-là. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Tout simplement la santé. Donc là, vous considérez uniquement les pions qui sont colorés. Donc si je regarde la carte de mon personnage, eh bien en tant que Kalan humain, eh bien j'ai 4 de santé, j'ai 1 de skill, j'ai 1 de magie, 2 actions et en XP, je suis simplement à 1 pour commencer. La santé, c'est simple, ça correspond à mes points de vie. Le skill, ça correspond au talent que je vais pouvoir dépenser pour faire des capacités spéciales. Ensuite, la magie, c'est à chaque fois que je vais dépenser de la magie, c'est une sorte de munition. Je vais pouvoir faire de la magie. Donc, soit utiliser des armes magiques, soit utiliser des sorts. Tout le monde n'est pas magicien, mais vous pouvez apprendre des sorts au fur et à mesure, en récupérer de nouveaux. Il y aura cette évolution-là. Et puis ensuite, les actions, ça, c'est le nombre d'actions dont j'ai le droit par tour. Normalement, la règle en général, c'est la moyenne, plutôt c'est 2 points d'action. Après, vous voyez ici, là, on a quelque chose de grisé qui n'est pas encore valide. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'expérience que je vais gagner, je vais pouvoir acquérir la possibilité de faire 3 actions. C'est-à-dire que quand vous le jouez comme ça dans une partie au début, bah voilà, il n'a que 2 actions. Par contre, il a vraiment ce potentiel d'aller jusqu'à 3 actions. Et quand vous faites 3 actions, le 2 actions par tour, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est plus fort. Et l'XP, justement, c'est en fonction des missions que vous allez valider ou pas, de votre survie à chaque scénario, vous allez gagner, vous allez avoir le droit de griser un petit peu ces choses-là. Donc ça, c'est votre profil en tant qu'une entité, c'est-à-dire Sirio qui est Eld. Maintenant, après, vous allez avoir une classe. Alors ces classes, il y en a vraiment énormément. Et en fait, ce que va vous donner une classe, c'est accès à différents types de capacités. C'est ce que vous voyez là. Elles sont regroupées par classe et ensuite, vous avez un niveau qui est en dessous. Donc en général, ça peut aller jusqu'à 3, ça ne dépassera jamais 3. Des fois, suivant votre classe, et bien par exemple, vous voyez en training, vous êtes capé à 2. Donc vous ne pourrez jamais atteindre les valeurs de 3. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que sur un autre type de métier, enfin de classe, vous allez pouvoir grimper encore plus loin. Vous voyez, j'en cherchais un, embûche. Là, si je suis un marksman, je peux aller jusqu'à niveau 3 d'embûche, alors que si je suis un sellsword, en embûche, je serai capé à 2. Alors bien sûr, dès le début, vous n'êtes pas le plus grand magicien qu'on ait jamais vu, le plus grand ranger qu'on ait jamais vu, donc vous avez très peu de compétences. Par contre, au fur et à mesure de votre développement, vous allez gagner des compétences. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, vous avez un bonus en plus. Donc là, vous avez vos capacités, vos talents, et là, j'ai un bonus qui me permet de faire relancer un dé à l'adversaire quand il m'attaque. C'est plutôt pas mal pour se défendre. Et ensuite, vous avez, et ça, c'est vraiment pratique, sans ça, ça serait compliqué, vous avez des cartes qui vous rappellent toutes les capacités que vous pouvez avoir. Donc là, vous avez l'ensemble des capacités avec leurs 3 niveaux. Vous voyez, embuscade niveau 1, 2, 3. Et à chaque fois, vous regardez. Si je suis niveau 1, j'ai accès à telle action, qui sont là, du coup, des réactions. Le camouflage, j'ai accès à ces choses-là. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Vous voyez que vous en avez énormément. Mais tout simplement, vous pouvez déclencher ces actions-là comme une action en plus à chaque fois que vous êtes en train de jouer ou dans une réponse par rapport à une attaque ou quelque chose qui est en train de se passer. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais tiens, mais au fait, mais c'est quoi les actions? Ben voilà, transition toute trouvée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est à moi de jouer? Premièrement, alors début du tour, vous allez augmenter le niveau de dangerosité. Vous allez ensuite piocher une carte événement qui va être triée au début. Donc, vous avez tout un système où vous avez des petits icônes qui permettent de construire votre deck d'événements. Et ce qui est marrant avec les cartes événements, c'est que suivant aussi le niveau de danger dans lequel vous êtes, de désordre à désarroi, vous allez appliquer l'effet du haut et de désespoir à deuil, l'effet du bas. Première chose, je choisis un de mes personnages pour l'activer, je regarde le nombre d'actions disponibles, vous voyez en général c'est 2, après plus expérimenté on peut aller jusqu'à 3, et le principe c'est que j'ai accès à toute une grille d'actions. Action numéro 1, le mouvement, évidemment c'est le plus simple,
Donc je peux me déplacer de 4 cases. Donc c'est tout le monde 4 cases, sauf si vous avez un petit icône qui peut rajouter un de plus. Et c'est très simple, je peux me déplacer soit orthogonalement, soit diagonalement. Par contre, pour me déplacer diagonalement, il faut que les 2 cases qui sont dans le chemin puissent être libres. C'est-à-dire que j'ai le droit de considérer de faire un seul mouvement en allant ici, à condition que je puisse faire ça, ou ça, physiquement. C'est-à-dire que par exemple, dans ce cas de figure, j'aimerais bien aller directement ici, mais je ne peux pas, parce que cette case est occupée. Donc si je dois aller ici, je dois faire 1, 2, et après je peux aller en diagonale, 3. Donc il y a bien sûr tout un tas d'éléments qui vont vous empêcher d'avancer, que ce soit les murs, les adversaires, bien évidemment. Et faites attention parce que vous pouvez vous désengager d'un adversaire, par contre il va vous faire une attaque d'opportunité, donc c'est tout simplement une attaque gratuite en dehors de sa séquence. La seule limite pour mouvement, c'est que vous êtes capé à 3 mouvements, c'est-à-dire que même si vous avez 4 actions, ça peut arriver, vous avez des équipements que vous pouvez dépenser, un piment par exemple, vous le mangez, vous gagnez 2 actions en plus, vous êtes bien, mais vous n'avez pas le droit de faire plus de 3 mouvements dans votre activation, c'est une limite de mouvement, ça permet quand même de déjà se déplacer de beaucoup, donc comme le mouvement c'est vraiment important, voilà, vous avez ce cap-là. Autre action, bien sûr, vous pouvez faire une attaque. Vous n'êtes pas limité non plus dans le nombre d'attaques, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous êtes déjà à distance avec des flèches, ce genre de choses, faire 2, 3, voire 4 attaques si vous avez votre boost. Vous avez aussi l'action de pousser, c'est-à-dire que si vous voulez justement dégager le passage parce qu'il y a un adversaire, vous faites une action de pousser, donc ça correspond à lancer des dés en fonction de votre physique, et puis vous allez dégager l'adversaire. Vous avez aussi la possibilité de le suivre si vous avez envie de rester engagé et de dégager justement le chemin pour vos copains pour aller chercher par exemple un trésor. L'action que vous allez faire aussi, pas le plus souvent, mais que vous avez envie de faire le plus souvent, c'est la fouille. Alors il y a 2 types de fouilles. Il y a la fouille globale, c'est-à-dire que dans une pièce, alors les pièces, vous vous mettez d'accord au début de la partie, par exemple, sur quelque chose qui est très grand comme ici, vous pouvez considérer, par exemple, c'est d'ici à d'ici, là, là, vous faites vos séparations. Après, quand il y a des murs, bah voilà, c'est la pièce dans les murs. Vous pouvez fouiller de façon globale la pièce, c'est-à-dire que vous allez piocher dans ce sac-là directement un objet. Alors vous me direz, ouais, il y a différentes tailles, on peut essayer de sonder, mais en fait, comme vous avez plein de choses, c'est vraiment pas ce qui va arriver et que vous avez des pièges, plus ou moins, bah, vous voyez, vous avez pioché. Ah, j'ai de la chance, j'ai pioché un bouclier. Donc là, je suis assez content. Donc une fois que vous avez fouillé, vous mettez un petit pion de loupe pour dire que vous n'avez plus le droit de piocher des éléments dans cette zone-là. Et sinon, vous avez bien évidemment les coffres. Donc il y a différents types de coffres qui ont été remplis au début de la partie. Tout simplement, vous sortez ce que vous avez à l'intérieur. Eh bien, waouh, j'ai encore un bouclier, ça c'est cool, on aimerait bien avoir plus de boucliers. Des ressources pour le craft. Et puis voilà, bah, vous choisissez ce que vous voulez, vous faites votre micmac avec ce que vous possédez déjà, parce que forcément, bah voyez, là, il me reste juste un petit emplacement, ah ouais, ça rentre pas, donc du coup, je peux pas prendre ces objets-là, donc peut-être que je vais lâcher ou remettre dans le coffre, peut-être ce morceau de pain, et puis pour pouvoir m'équiper comme ça des ressources pour aller ensuite les revendre à la taverne, etc. Et ensuite, dernière action, c'est la persuasion, c'est-à-dire que vous allez rentrer en interaction, alors pas avec les adversaires, mais avec les PNJ, donc ce qu'on appelle les figurants. Ce sont des figurines de héros. Alors quand vous avez en fait votre fiche comme ça de personnage, vous avez en fait double face, c'est-à-dire que vous l'avez d'un côté, c'est vous qui la jouez, c'est un personnage joueur, ou alors vous pouvez la rencontrer dans le donjon, et auquel cas, elle a des caractéristiques un petit peu différentes, et surtout, elle a une valeur de persuasion. Quand vous rentrez en persuasion avec elle, alors ça dépend si elle est directement hostile ou pas. Ça, c'est la carte qu'on a piochée tout à l'heure qui va vous le dire. Mais si elle est hostile, eh bien déjà, il faut essayer de calmer le jeu. Donc, essayez de faire 2 réussites. Alors, comme vous faites des réussites, toujours, vous jetez un dé bleu plus un dé rouge en fonction de votre talent. Donc, quelqu'un qui a 1 en talent, ça va être très dur. On peut évidemment faire des échanges de ressources avec eux si on a réussi à les convaincre. Vous pouvez aussi leur demander de rejoindre l'aventure avec vous. Donc ça, c'est une fois qu'ils sont, dans un premier temps, vous passez de trêve à amicale, et après une faction amicale, eh bien vous pouvez les convaincre d'être un joueur de chez vous, ce qui veut dire que vous allez le jouer comme un personnage en plus, et il va pouvoir venir ranimer un personnage, peut-être même que c'est déjà arrivé dans des parties, ça va être le seul survivant c'est le personnage qui a rejoint dans le donjon, mais en fait vous voyez ça c'est très narratif, et c'est ce que vous trouvez dans toutes les séries, vous avez au début le héros il est seul, il va rencontrer quelqu'un, peut-être au début il se bat contre lui, puis au final ça devient son meilleur ami, et puis après au final le meilleur ami va venger l'autre qui a été perdu dans le donjon, et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais vraiment il y a ce côté narratif, et les PNJ ça rajoute vraiment énormément de narratif dans le jeu.
Et enfin, dernière action que vous allez faire trop souvent à votre goût, malheureusement, c'est se reposer. Se reposer, ça va vous dépenser 2 actions. Donc autant vous dire que la plupart du temps, ça consomme tout votre tour, parce que vous avez en général que 2 actions. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de vous relever. Alors attention, pas si vous avez plus de points de vie, mais parce que quelqu'un vous a mis à terre, vous a poussé, vous êtes tombé, vous avez pris une flèche magique, ce genre de choses. Donc là, vous vous relevez. Ensuite, vous allez récupérer 2 points de magie. Donc ça, c'est pas mal, surtout si c'est un magicien, parce que vous allez les consommer beaucoup. Ça vous permet de lancer des sorts plus puissants. Ensuite, vous allez récupérer soit un point de vie, soit un point de talent. Alors ce qui est cool, c'est d'avoir le choix entre les deux, parce qu'évidemment, quand vous êtes full life, vous avez envie de récupérer un point de talent. Les points de talent, c'est ce qui vous permet de faire des capacités. Il peut arriver dans le jeu qu'il y a un moment donné, vous soyez sur une difficulté où la seule façon de s'en sortir, c'est d'utiliser un point de talent. Si vous n'avez plus, vous êtes content de, entre guillemets, perdre votre tour pour vous reposer, pour regagner ce point de talent et faire votre capacité par la suite. Ensuite, vous pouvez enlever soit un jeton poison, soit un jeton mutilation, mais un seul des deux, pas les deux en même temps. Donc, il va falloir passer un petit peu plus de temps là-dessus. Petite amélioration aussi par rapport à Core Space, c'est que vous avez aussi maintenant ces petits emplacements ici pour mettre par exemple quand vous êtes empoisonné, quand vous êtes béni, quand vous êtes terrifié, quand vous êtes enflammé, etc. Donc vous êtes capé à 3 et si par exemple vous avez déjà des éléments, on va regarder si vous avez un élément béni, c'est un truc positif, vous l'enlevez pour être enflammé à la place. Et dès que vous avez éteint justement votre enflammement, et bien du coup, vous le virez. Que là, il y a toujours cette possibilité de venir utiliser du repos pour soigner. On peut aussi, si même vous n'avez pas vous soigner, vous pouvez utiliser votre action de repos pour un de vos amis afin de lui-même lui faire récupérer un point de vie. Donc c'est quand même une belle souplesse, c'est quelque chose que vous allez utiliser à toutes les parties. Donc ça, c'est globalement les actions que vous pouvez faire. Maintenant, vous aurez d'autres actions qui seront possibles avec peut-être un équipement que vous allez récupérer, un PNJ spécifique ou un élément de scénario. Ensuite, vous avez les actions rapides. Les actions rapides, c'est une petite action que vous pouvez faire en plus. Donc vous avez droit à votre nombre d'actions plus une action rapide qui est gratuite. L'action rapide, ça peut être un pas de côté. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, pour changer de pièce. Si vous êtes juste à côté, vous n'avez pas consommé vos 2 actions. Donc après, vous pouvez faire une fouille, refaire un mouvement. Vous avez aussi la possibilité de faire un échange. C'est-à-dire que si vous êtes à côté d'un personnage à vous, vous pouvez, pour une action gratuite, dire tiens, je te donne tel objet et je récupère tel objet. Ou laisser tomber un objet à terre. Ça peut être bien pour que justement l'autre puisse venir le ramasser. Ou vous avez aussi la possibilité d'utiliser n'importe quel objet qui a cette icône de action rapide. Donc c'est le petit V, voilà. Donc ça, c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez faire d'autres types d'actions qui sont au-delà des actions auxquelles vous avez droit. Ce sont utiliser les skills. Pour utiliser un skill, vous avez le droit de faire qu'une seule fois dans votre activation. Il faut dépenser physiquement un pion de skill. Donc attention, parce qu'évidemment, une fois que vous l'avez dépensé, vous ne pourrez plus le faire. Et vous pourrez utiliser un de vos talents ou alors utiliser un skill pour avoir une action rapide. Les actions rapides, ça peut aussi être ouvrir les portes. Donc typiquement, avec une action rapide, j'ouvre la porte, ensuite je fais un mouvement et ensuite je fais un combat pour aller défendre peut-être un de mes potes qui est à l'intérieur. Donc si vous venez de Core Space, vous dites « Oui, mais la magie, t'en as pas parlé, c'est la nouveauté !» Et oui, la magie, c'est la nouveauté. Donc vous avez en fait une carte comme ça avec le nombre de sorts que vous connaissez. Vous avez après cette fiche qui va vous rappeler les sorts que vous connaissez. Et quand vous voulez utiliser un sort, c'est un peu comme les talents, vous allez dépenser un point d'énergie magique. Petit rappel, le premier pion d'énergie magique utilisé chaque tour vient augmenter votre jauge de danger. Donc ça peut vous conduire plus vite vers des adversaires plus dangereux. Et une fois que vous avez choisi la puissance de votre sort, parce que vous pouvez dépenser plusieurs énergies magiques pour lancer un sort plus puissant, vous allez lancer le dé de magie. Et le dé de magie va provoquer plusieurs effets. Donc soit être négatif, vous empêcher de lancer votre sort, soit dégager les personnages autour de vous, soit vous faire récupérer de l'énergie, soit complètement vous faire récupérer votre énergie magique. Donc voilà, il y a ce petit côté en plus, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on n'est pas sûr que la magie soit 100% efficace 100% du temps. Et puis voilà, après on pourrait aller dans des heures et des heures de détails, de règles, parce que dans Maladoom, vous avez une boîte à outils colossale. Il y a des salles qui vont être de jour, de nuit, avec un système de torches, les adversaires qui vont avoir des interactions en fonction de ça. Vous avez d'autres types de personnages qui sont les monstres errants, vous avez
des familiers qui peuvent vous rejoindre, vous avez énormément de choses et en fait c'est l'héritage de Core Space, c'est-à-dire que Core Space il y avait énormément de choses, là ils ont tout remis dans Maladoom et ils ont rajouté plein de choses. Donc ce qui veut dire que vous avez une courbe d'apprentissage qui peut être énorme, c'est-à-dire que soit vous décidez de jouer assez simplement sans vous occuper des règles spéciales, soit vous décidez au fur et à mesure d'incorporer des règles spéciales, c'est-à-dire des éléments qui vont bouger, une bibliothèque qui vous allez pouvoir la bouger, derrière vous allez trouver un passage secret, vous allez pouvoir jouer en 3D avec des éléments, enfin en 3D, vous êtes déjà en 3D, mais sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire faire des escalades, faire des sauts, tomber du haut d'un promontoire pour attaquer un adversaire. Vous avez énormément de choses à rajouter en plus. Donc vous mixez à ça le côté campagne où vous allez évoluer, votre personnage va évoluer en compétences et vous avez un jeu avec une durée de vie qui est énorme. Énorme, vraiment c'est énorme, sans compter qu'après vous avez des boîtes d'extension qui viennent rajouter d'autres éléments de jeu. Là dans les terrains on est assez simple, mais après vous allez pouvoir avoir des égouts, des lacs de lave, des minerais, des trains, des rails, etc. Enfin il y a énormément de choses, franchement vous en ferez jamais le tour. Je pense pas que c'est un jeu où on puisse faire le tour si ce n'est à consacrer sa vie à Maladoom, voilà. Conclusion, clairement si vous aimez être à la croisée des chemins entre le jeu de rôle, le jeu de figurines, jeu de société, allez-y. C'est un jeu qui peut se jouer tout seul, ça c'est important aussi à notre époque où il y a pas mal de gens qui ont envie de jouer seul à des jeux de société. C'est un jeu qui peut se jouer soit en coopératif aussi, donc c'est-à-dire que vous pouvez jouer en famille, avec des amis, même pour leur faire découvrir ce type de jeu-là, parce que vous partagez simplement vos équipes. Après, il peut y avoir une notion un peu compétitive, c'est-à-dire que vous allez jouer chacun votre équipe. Il y a un système de constitution d'équipe avec un système de points. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez vraiment aller plus loin, de créer vos propres personnages, donc en choisissant complètement leurs compétences, donc vous avez le menu, à chaque fois ça va vous dire combien de points ça va coûter, donc ça c'est vraiment si déjà avec tout ce qu'il y a ça vous suffit pas, waouh, je suis pas sûr qu'on arrive là, mais voilà. Et puis après, vous avez la possibilité de faire une campagne, donc avec les scénarios, où les deux équipes, eh bien, elles sont pas forcément copines, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous allez pouvoir vous arranger. Et moi j'ai vécu des choses comme ça, où avec les potes, on faisait la campagne, chacun avec notre équipe, pour voir qui va gagner à la fin de la campagne. Et puis au cours des missions, qu'est-ce qui se passe? Le pote me tire dessus, je m'en rappellerai. Et puis une fois, tiens, etc. Et puis je me rappelle aussi d'une partie où je portais sur mon dos un des membres de l'équipe adverse, à dire vas-y, je vais t'aider, etc. Enfin, où il y a des sortes d'amitiés qui peuvent se créer au sein des personnages du jeu. Donc vraiment, côté narratif, avec tout ce qui peut arriver, vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pas un jeu d'échecs où vous savez exactement 10 coups à l'avance ce qui va se passer. Là, c'est tellement le hasard qui va, les événements, les cartes d'événements, c'est pas non plus complètement le hasard, mais c'est vraiment la gestion il y a tellement d'événements qui peuvent arriver que il va forcément se passer des choses et que ça va forcément créer du narratif dans le jeu. Parce que quand vous tombez par exemple sur un piège, eh bien à vous de raconter une histoire. Moi c'est ce que je fais en général et souvent on rigole fort quand c'est comme ça. C'est au lieu de dire j'ai pioché un truc, je me prends une attaque, vous dites oh là là le gars, tu viens de trébucher, t'as ouvert le truc, tu t'es pris les pieds, c'était la liane et tout, je t'avais dit de pas venir avec ces potes là, etc. Et vous rajoutez du narratif, vous rajoutez du social sur une expérience de jeu et vous passez vraiment un bon moment. Et faire une campagne de Maladoom, je pense que c'est vraiment une bonne chose, une bonne expérience à partager avec vos amis ou avec vos futurs amis ou avec vos partenaires de jeu qui se transformeront en amis. Voilà. Donc merci à Battle System d'avoir envoyé le jeu, merci à Légion Distribution de m'aider à faire cette vidéo et puis merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu comme d'habitude, pensez à liker, pensez à vous abonner, vous pouvez commenter, on peut rediscuter de Maladoom ensemble et puis voilà, maintenant à vous de jouer, allez-y, franchement vous ne regretterez pas, surtout pour le prix, la quantité de matériel qu'il y a et la quantité d'heures de jeu que ça va vous proposer. Franchement, c'est top. Et surtout qu'après, vous pourrez réutiliser tout ça pour des tas d'autres jeux. Pensez-y. Voilà. Merci à vous tous et à bientôt. Salut, bye.